Lorsque j'ai reçu le tout récent livre de Madame la députée de Saint-Nazaire, Audrey Dufeu, envoyé par mon ami Bernard Bonnet, président de l'association ARP, qui gère le château de l'Écureuil à Prinquiau en Loire-Atlantique, je me suis vite lancé dans sa lecture à la façon dont je le faisais de mes sources historiques lors de la rédaction de ma thèse d'histoire. Ce livre est un document particulièrement bienvenu quand on veut approfondir la notion de vieillissement, de rapport à la fin de vie. En voici mon analyse. À la page 12, Audrey Dufeu nous donne la définition de l'agisme. C'est une attitude de discrimination ou de ségrégation à l'encontre des personnes âgées. Page 13, elle ajoute « Mais cette représentation péjorative ignore la pluralité du vieillissement. Le troisième âge n'est pas inactif. N'oublions pas l'adage du philosophe Bakounine au XIXe siècle, l'uniformité, c'est la mort, la diversité, c'est la vie. » Page 19. Le vieillissement au XVIIe siècle est vu comme la transmission du savoir, de la culture et l'aide aux plus jeunes. Les personnes âgées sont dites vétérans, sénateurs, vetus, senex en latin. Tandis qu'au XXe siècle, le vieillissement n'est plus vu que comme le déclin inexorable vers la mort. L'image de la sagesse de l'ancien s'est effacée au profit de l'image de déclin. Page 19 toujours, après la révolution industrielle, les personnes âgées sont celles qui profiteraient du travail des autres. Alors, voici la note de lecture que j'ai ajoutée. Sur quoi repose cette constatation? La révolution industrielle, c'est au XIXe siècle, alors que les retraites ne sont effectives qu'à partir de 1941. Eh oui, n'en déplaise à certains, c'est Pétain qui instaure l'allocation aux vieux salariés. Le minimum vieillesse, c'est 1956, et les retraites agricoles encore plus tard. Elles continuent d'être ridiculement basses en 2022, j'en sais quelque chose. Page 27. L'analyse des chiffres de la dépendance est très intéressante. On apprend que 83% des 80 ans et plus ne sont pas dépendants. L'entrée moyenne en état de dépendance, c'est-à-dire la perte d'autonomie, ne se ferait qu'à partir de 87 ans, en moyenne. Cela ne veut pas dire que les anciens ne sont pas, pour une grande majorité d'entre eux, souvent traités tôt pour des maladies chroniques. Un vieil adage du médecin, c'est guérir rarement, soigner toujours, nous dit Audrey Dufeu. Ma note de lecture, le médecin moderne a transformé des maladies aiguës en maladies chroniques. Contrôle de l'hypertension, du cholestérol, du diabète, des nombreuses allergies, des maladies rhumatismales et dégénératives, dialyse, et de façon plus aléatoire et parfois sans rémission avec les cancers, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie. Page 29-30. Une observation très à propos sur les causes secondaires des problèmes de santé chez les plus âgés. On parle en ce moment des abus sexuels, écrit-elle. On parle moins des abus de pouvoir, des influences délétères, des manipulations, des aliénations imposées sous couvert de raisons apparemment louables. Ma note de lecture, on voit pointer ici le regard humaniste, antilibéral de Madame Dufeu,
qui a vécu une enfance nazérienne dans le quartier populaire de Kerlédé en étant orpheline de père à l'âge de 9 ans. Page 32. Il nous faut quitter les injonctions de performance, de relations entre salaire, niveau de vie et utilité sociale, écrit-elle. Peut-être que cette sagesse, le mot est lancé, pourrait irriguer les autres générations au bénéfice de notre vivre ensemble. C'est bien dit. Ma note de lecture, je rappellerai ici que le vivre ensemble est un néologisme pensé pour la première fois par Baudelaire à l'île de la Réunion en 1841, 7 ans avant l'abolition de l'esclavage. L'entente entre les différentes ethnies dans l'île et le métissage l'avait étonné. Il faut dire que la monarchie de Juillet avait bien atténué les aspects les plus sordides de la servitude, sanctions physiques interdites, notamment aux femmes, devoir de traiter humainement les travailleurs, même si les royalistes s'étaient toujours opposés à l'abolition. Page 35, une excellente analyse de la notion d'autonomie politique et morale qui permet la dignité du sujet désirant vivre pour atteindre le bonheur, écrit-elle. Eh bien, ma note de lecture, je pense que cette référence à l'autonomie politique n'est pas anodine. La preuve, c'est qu'Audrey Dufeu dit bien que ce concept était né sous l'Antiquité grecque pour décrire la capacité des îles à édicter leurs propres lois. On ferait bien d'y réfléchir pour la Bretagne et les Outre-mer, qui ont souvent réclamé leur autonomie politique. Alors pour le reste de la France, que désirent les autres régions dans ce domaine, ce n'est pas à moi de le dire. Page 44. Concernant les 50 à 60 ans et les maladies chroniques qui souvent se révèlent à ces âges, je suis étonné que le médecin Gilles Berru ne parle pas des perturbateurs endocriniens. Pour l'hypertension, le cholestérol, le diabète, on a des médicaments. C'est la correction de ces facteurs de risque qui a modifié radicalement l'espérance de vie, écrit-il. D'accord, mais pourquoi ne pas dénoncer les causes premières des maladies dégénératives et de certains cancers, pesticides, glyphosate ou autres, hormones de synthèse, additifs alimentaires, les nitrites notamment. Les pages 50 à 60 traitent des solutions possibles pour que l'avant-retraite et la retraite légale se fassent dans de meilleures conditions psychologiques, en tenant compte bien sûr des capacités de l'UNEDIC et des caisses de retraite. Alors là, ce sont surtout des mesures administratives qui sont proposées, mais rien sur l'inégalité des retraites. C'est dommage, quand on sait que certaines pensions s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, alors qu'une majorité des retraités ne touche pas le SMIC. Il y a là une question de justice sociale. Page 60. Vieillir, c'est l'évolution au cours du temps d'une personne. Il ne s'agit pas d'une particularité de naissance qui implique une appartenance à une communauté humaine particulière. C'est écrit dans le livre. Eh bien pour moi, c'est une opinion propre au rédacteur. On ne vieillit pas de la même façon en Bretagne qu'à Paris ou dans le sud de la France. C'est là une particularité régionale. Moi qui ai émigré à La Réunion, j'en sais quelque chose quand même. Être né en Bretagne ou dans les îles a évidemment une incidence sur la forme du vieillissement. Si on en tenait compte et on transmettait les valeurs de la culture locale traditionnelle, il n'y aurait sans doute pas ce réflexe négatif d'agisme et son venin invisible, c'est le titre d'un paragraphe du livre, souligné par les auteurs, qui par ailleurs parlent de ces valeurs vers la fin du livre, dans un paragraphe titré « Le respect de l'histoire
et de la culture des territoires. J'y reviendrai. Page 64. La personne âgée est vue comme dépendante et coûtant cher. Il y a une réponse à cette vision à l'encontre des vieux. Beaucoup de ceux-ci ont travaillé, généralement bien plus dur que les jeunes actuels, et pour des revenus le plus souvent inexistants. Aides familiaux sur des exploitations familiales par exemple, puis pour des salaires de misère, la plupart des jeunes d'aujourd'hui ont mangé, entre guillemets, de la CEDIC, du RMI et aujourd'hui du RSA, ce que ceux de la génération précédente n'ont pas connu, du moins dans leur jeunesse. Il suffirait de leur en faire prendre conscience, non? Page 67. Le témoignage de Madame Dufeu, jeune députée qui voulait plaider pour la réhabilitation des victimes du vieillissement auprès de ses collègues du Palais Bourbon et des membres du gouvernement, est particulièrement poignant. J'insiste, particulièrement poignant. Page 71. Le certificat de reconnaissance républicaine de l'engagement pour la cité, c'est grandiloquent, selon moi, une rhétorique oiseuse. Désolé, Madame la députée. Alors, à partir de ce moment du livre, on entre dans une rédaction de type sociologique, presque inaudible pour un historien. J'ai failli arrêter là ma lecture. À l'Université de La Réunion, le professeur Yvan Combeau, directeur du département Histoire, nous le répétait. Les sociologues disent certainement des choses intéressantes, mais dans un langage qu'ils sont les seuls à comprendre. Bon, finalement, on appréhende quand même mieux les auteurs de ce livre que j'ai malgré tout continué à lire. Page 84-85. Le vieillissement vu par les médias. Intéressant. Proposition des rédacteurs, inscrire par la loi la transition démographique au nombre des objectifs du CSA, étendre le baromètre de la diversité de l'image, etc., etc. Mais le CSA a-t-il jamais répondu à un quelconque objectif social, si ce n'est l'abrutissement de l'auditeur et du téléspectateur? Ce n'est pas moi qui le dis, mais l'ancien directeur de TF1, Patrick Lelay. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt la première partie de ce livre, celle qui, selon moi, a le plus de valeur. Comme je l'ai dit, la deuxième m'a semblé soudain d'un style plus sociologique, d'une facture plus bureaucratique, moins personnelle, moins dans le vécu, à l'instar de nombre de rapports actuels. Ce n'est pas très grave, mais un peu déconcertant. Page 125. Le paragraphe sur l'approche domiciliaire, que ce soit pour la résidence à domicile ou dans les EHPAD, est intéressant en proposant une ouverture du regard de la population sur un établissement qui accueille des personnes âgées. Ouais, soyons honnêtes, c'est l'absence de la moralité sociale qu'il faut accuser. La majorité des gens ne visitent plus les vieux, ils ne veulent plus aller les voir parce qu'ils n'ont aucune empathie, aucun sentiment de solidarité, pas même de pitié parfois. Peut-être ont-ils peur aussi de ce qui les attend en voyant comment vivent leurs anciens. Page 136-137. Même analyse. Le paragraphe « Réconcilier les générations ». Bon, alors les relations amoureuses des pensionnaires des EHPAD, ça fait sourire. Ce n'est sans doute pas le plus grave souci des personnels. Par contre, le déni de la mort est un gros problème de conscience. Mourir entouré des siens me paraît important, une chose dont on n'a pas suffisamment tenu compte durant le confinement. Page 142. La culture palliative. Eh oui, il faut bien en parler. Soit, mais le droit à mourir décemment n'est pas évoqué
Pas un mot sur l'euthanasie. C'est curieux quand même. La page suivante, 143 donc, m'a paru bien incongrue, surtout après une telle réflexion. Rénover l'image du viager. Ça vient comme un cheveu sur la soupe, non? Serait-ce une solution au financement de la politique de dépendance en ponctionnant les héritages? Ou alors, il y a sans doute quelque chose que je n'ai pas saisi. Page 148. Quant aux liens sociaux, ils devraient reposer avant tout sur la famille. C'est moi qui le dis. Pas simplement sur des adultes relais, c'est ce qui est cité par Madame Dufeu, même titulaire d'un Silver Bafa. Page 167. Concernant le respect de l'histoire et de la culture des territoires, on en a parlé tout à l'heure, c'est OK. Mais de quelle histoire et culture parle-t-on? Celle des anciennes provinces identitaires auxquelles nos aînés étaient si attachés? Ou celle complètement virtuelle des régions administratives et artificielles d'aujourd'hui? Page 174 et la suite. Pour moi, la fin du livre se noie un peu dans un discours urbaniste moderne. Certes, les vieux en milieu urbain sont déracinés. Il y en a même qui meurent sur les bancs des squares. Mais qui a voulu cette urbanisation forcenée et l'exode rural qui a vidé les campagnes? Heureusement, dans les années 1960, l'ensemble des élus de notre Bretagne, de droite comme de gauche, dans le célib, ont revendiqué l'occupation équilibrée de son territoire, économiquement et socialement, pour qu'elle ne devienne pas un désert. N'oubliez pas de citer cela en exemple au président Macron, chère Madame Dufeu. Le célib, Centre et d'études et de liaison des intérêts bretons. Quant à la création d'un institut national prospectif des transitions démographiques et sociétales des vulnérabilités, oh là là, page 203, ou d'une école universelle du numérique, page 209, est-ce bien nécessaire? Des structures nationales qui vont encore avaler d'énormes subventions pour financer des emplois au titre ronflant, qu'on mette plutôt l'argent de nos impôts directement dans les structures d'accueil, résidences d'anciens, EHPAD et services de gériatrie à l'hôpital dignes de ce nom. Et cessons de les gérer comme des entreprises où les vieux ne sont que de la marchandise. La honteuse affaire d'Orpea, avec la maltraitance de dizaines de milliers de personnes âgées, alors que quelques directeurs nationaux roulaient carrosse dorée, est bien l'illustration de cette incurie de l'État en la matière. Voilà ma conclusion. Merci à vous, Audrey Dufeu, pour ce livre passionnant, écrit dans un style à la portée de tous. Je vous admire et j'espère que vous serez entendus auprès des autorités de l'État actuel.